Salut tout le monde, c'est François. Non. Salut tout le monde, c'est François, courtier immobilier résidentiel. Aujourd'hui, je prends le temps de répondre à 6 des questions qui me sont régulièrement posées et par des clients acheteurs et par des clients vendeurs. On commence. Première question. Faudrait que je la lise avant. Ça serait préférable. On recommence. Première question. Comment je fais pour avoir ma commission quand j'aide des acheteurs? Eh bien, c'est simple et pour répondre à ça, il faut se référer à un contrat de vente. À la clause 7.4, il est marqué que le courtier vendeur s'engage à collaborer avec toute agence ou tout courtier qui en fait la demande, notamment en partageant sa rétribution, et il y a un pourcentage de marqué au contrat de vente. Ça veut dire que si moi je fais la demande pour visiter avec des acheteurs une propriété qui est mise sur le marché par un courtier, dans son contrat, il y a déjà une clause qui est prête avec un pourcentage qui me revient. Donc, mes clients n'ont rien à payer, ce qui est plutôt plaisant. Question numéro 2. Si je trouve ma maison sur Duproprio, est-ce que tu peux m'aider quand même? Eh bien, la réponse c'est oui. Par contre, comme on a vu sur le contrat de vente, il y a un pourcentage qui est prêt pour être partagé par un courtier quand c'est mis en marché par un courtier, mais quand c'est vendu par un propriétaire, il n'y a pas cette clause-là. Donc, le client acheteur doit payer le courtier. C'est arrivé quand même plusieurs fois dans les dernières années où mon client que je représentais jugeait bon qu'il y avait un gros plus-value à avoir un courtier qui le suive dans sa transaction. Donc, on a signé un contrat ensemble avec un pourcentage fixe qui devait me payer pour que je puisse l'aider dans la transaction. Donc, est-ce que ça se fait? Oui. Est-ce que mon service reste gratuit? Malheureusement, non. Par contre, il y a multiples avantages à avoir un courtier dans sa transaction, mais ça, je vous en parlerai dans une autre capsule. Question numéro 3. C'est quoi le meilleur moment pour mettre ma maison en vente? Je te répondrai, il n'y en a pas. Ça va dépendre un peu du type de maison que tu as. Donc, si tu as une maison jumelée ou une maison de ville, donc une maison en rangée, c'est souvent des premiers acheteurs qui vont vouloir faire l'acquisition de ta propriété. Ce qui veut dire que, normalement, mettre ta maison en vente, décembre, janvier, février, est pas mal le meilleur timing. Si ta maison ne rentre pas dans ces critères-là, il n'y a pas vraiment de meilleur timing. Par contre, si tu es juste au-dessus du budget d'un premier acheteur, il y a des maudites bonnes chances que les gens qui ont une maison de ville ou une maison jumelée vont vouloir peut-être acquérir ta propriété. Donc, de te fitter dans le même timing que eux est quand même bon. Au Québec, je t'avouerais que le 1er juillet rule the game. Le gros pic est pas mal décembre, janvier, février pour les mises en vente. Mars, avril, mai, les maisons se vendent. Juin, juillet, les notaires se font aller. Est-ce que c'est quelque chose qui est coulé dans le béton? Non, mais c'est une grosse tendance. Question numéro 4, et c'est la question que je réponds le plus fréquemment depuis les 6 dernières années, qui est « C'est quoi l'évaluation municipale ici? » Ça, j'ai cette question-là souvent quand je suis en train de visiter une maison avec des acheteurs potentiels. C'est la question qui m'a le plus agacé dans mes premières années de courtage et maintenant j'ai une résilience incroyable. Je fais juste le réexpliquer et je n'essaie pas de me battre avec les clients pour leur faire comprendre le point. Mais maintenant que j'ai votre attention, évaluation municipale égale taxation. Évaluation municipale n'égale pas valeur marchande. Meilleur exemple que je peux vous donner, une propriété qui est évaluée à 400 000 sur le bord du lac risque de se vendre drastiquement au-dessus du 400 000. Une maison en pleine ville de 400 000 risque pas de se vendre à 750 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'offres et quand même une demande équivalente, tandis que si on va sur le bord d'un lac, il y a très peu d'offres et une forte demande pour ce type de propriété, ce qui fait que la valeur marchande est très élevée. C'est une question que je réponds fréquemment. C'est un concept qui est vraiment mal compris au Québec. Je ne sais pas si c'est mal compris ailleurs, mais clairement qu'ici, c'est mal compris. Et je souhaite à tous mes clients d'avoir une évaluation municipale la plus basse possible, parce que leur mensualité, leur compte de taxes va refléter l'évaluation. Question numéro 5. Est-ce qu'une vente sans garantie légale de qualité au risque et au péril de l'acheteur baisse la valeur de la propriété?
Pas vraiment. Je vous explique pourquoi je dis pas vraiment, puis ça, c'est une question d'opinion, hein? Ce n'est pas noir ou blanc, c'est vraiment une question d'opinion. Premièrement, je vous explique, vendre sa garantie légale de qualité au risque et au péril de l'acheteur, on voit souvent ça quand c'est une succession, une reprise de finances ou quand le propriétaire a jamais habité l'immeuble. Ces gens-là ne veulent pas se porter responsable des vices à l'intérieur de la propriété, n'ayant pas habité là-bas, ils ne savent pas. Est-ce que ce fait-là baisse automatiquement la valeur de la maison? J'ai pas l'impression. Je conseillerais peut-être juste à l'acheteur de faire une bonne inspection avec un bon inspecteur en bâtiment et à ce moment-là, s'il y a des vices qui sont révélés, bien de regarder pour faire une négociation au niveau du prix. Mais est-ce que ça baisse automatiquement la valeur d'une propriété? Pour moi, non. Question numéro 6. C'est quoi ça, une clause de 72 heures? Puis celle-là, je l'ai entendue à toutes les sauces et c'était pas tout le temps juste. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Quand tu vends ta propriété et que tu acceptes une offre d'achat qui est conditionnelle à la vente d'une maison, tu peux continuer à mettre en vente ta maison. Si tu acceptes une deuxième offre et que toutes ces conditions-là sont remplies, à ce moment-là, tu vas pouvoir envoyer un avis à ton premier acheteur qui a une offre d'achat acceptée et lui dire qu'un deuxième acheteur a rempli au complet ses conditions et qu'il a maintenant 72 heures pour décider s'il veut acheter ta propriété sans avoir vendu sa maison ou s'il rend la promesse d'achat nulle et non avenue. Puis là, c'est pas juste une question de volonté, il faut aussi qu'il prouve qu'il peut. Donc, il faut qu'il obtienne le prêt hypothécaire sans condition et qu'il lève la condition de vente de sa maison pour pouvoir acquérir ta maison. C'était-tu assez simple? J'ai l'impression que oui. C'est ce qui met fin à cette première capsule de questions-réponses. J'ai une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Foire aux questions immobilières où je vais pouvoir uploader tout ce genre de vidéos-là. Donc, si tu as trouvé ça bénéfique, ce style de capsule-là, je vais en faire d'autres cette année et je te conseille de t'abonner à ma chaîne et de mettre les notifications pour que la prochaine fois que je mette une vidéo en ligne, tu sois averti. Je te souhaite une super bonne soirée. On se voit bientôt. En passant, s'il y a des choses que tu veux savoir qui sont plus précises, envoie-moi un commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre.